Je l'ai annoncé au début de cette émission, notre invité ce matin, c'est le professeur Roch Ruhingen, professeur titulaire de sociologie anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Il est spécialiste surtout de la santé. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le Merci journaliste. d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes surtout sur ce plateau ce matin en votre qualité de président de la Société béninoise de sociologie anthropologie. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer, félicitations déjà pour la confiance qui vous a été renouvelée. Mais en réalité, qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans que vous êtes là maintenant à la tête de votre organisation? Effectivement, le samedi dernier, 28 octobre, nous avons, tous les sociologues du Bénin se sont réunis, les sociologues anthropologues, toutes les générations depuis 1979. Vous avez pu constater dans la salle qu'il y a des patriarches. Des patriarches, voilà, que de nouveaux. Donc nous avons la chance d'être au milieu de ces différentes générations. Voilà, donc ils sont près de 200 personnes se sont réunies pour relancer la machine sociologie anthropologie au Bénin. Voilà, des patriarches, des jeunes, les collègues de la jeune génération également. Donc il était question pour nous de revoir nos copies. Quelle est la position du sociologue, de l'anthropologue dans la société béninoise? Quelle est notre contribution au développement de notre pays, au développement de l'Afrique? C'était même ça le menu des discussions. Et après, nous avons mis en place de nouveaux organes dirigeants pour conduire la destinée de l'association pour les 3 prochaines années. Ouais, lorsque vous regardez un peu le paysage, en réalité, on n'a pas forcément une idée de la contribution des anthropologues, surtout du point de vue collectif. Sinon, individuellement, nous sommes très bien connus dans plusieurs espaces sociaux, plusieurs espaces professionnels. Par exemple, moi, spécialiste en anthropologie de la santé, nous avons travaillé sur beaucoup de thématiques, les pesticides par exemple. Vous savez, nous avons fait une cartographie des sites de maraîchage à Cotonou par exemple, à Cotonou, Calavi. Et nous avons travaillé sur les usages sociaux des pesticides. Parce que nous sommes partis du constat qu'il y a un mésusage des pesticides. Donc nous avons recruté un collaborateur, un assistant qui a fait 9 mois sur un site maraîcher. Il est devenu maraîcher. Donc il a acquis des planches et il arrose pour lui, pour les aînés d'abord tous les matins avant d'arroser les siens. Donc ça, c'est ce que nous appelons chez nous l'immersion. Donc progressivement, il a pu voir pourquoi les maraîchers ne recèdent pas, parce que c'est ça l'écart, la norme. La norme dit par exemple qu'il faut faire l'épandage en pesticides 1 fois par mois ou 1 fois par semaine, mais pourquoi ils le font 3 fois par jour? Donc c'est ça notre boulot, de voir les façons de penser, les façons d'agir des gens. Vous êtes allé examiner cela. Alors, parlons du samedi justement. Vous aviez été reconduit à la tête de l'organisation. Je demandais pourquoi est-ce que les collègues vous ont fait confiance à nouveau? Oui, parce que je suis à cheval sur plusieurs générations. Donc les anciens et les nouveaux. Donc je connais bien les anciens et je connais également les nouveaux. Je suis parmi les nouveaux. Or, il y a des nouveaux qui ne connaissent pas les anciens. Donc moi, je suis à cheval sur les 2 générations. Et il y a également le plan d'action que nous avons réalisé. Nous avons essayé de mettre en place ce qu'on appelle le livret du sociologue. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir un peu l'histoire du département depuis 1961 jusqu'à ce jour. Donc pendant le mandat précédent, nous avons essayé d'élaborer ce document avec l'apport de tous les collègues. Et l'histoire, les débouchés, lorsque vous devenez le parcours académique, la licence, le master, le doctorat, comment ça se passe au Bénin. Les débouchés, les pistes de recherche, les associations qui existent, etc. Donc nous avons un document comme ça qui fait la fierté de tous les sociologues. Nous avons également édité ce qu'on appelle le tromboniscope. Donc un document où nous avons... Chaque individu a pu se démarquer dans ce document-là, où sa profession, son âge, son parcours professionnel sur une page. Donc nous n'avons pas pu mobiliser tous les sociologues à l'intérieur de ce document, mais les personnes une centaine de personnes qui figurent. Donc c'est des actions majeures que nous avons développées. Nous avons également mis un accent particulier sur les jeunes, la formation des jeude. Comme vous le savez, dans notre départ jusqu'à ce jour, la formation est un peu théorique. C'est ça même l'esprit des facultés, de l'université. Essayer de renforcer la conscience, la capacité de réflexion. Mais au-delà de cela, au niveau de la société béninoise de sociologie d'anthropologie, nous avons fait des formations. Parce que pour recruter un sociologue aujourd'hui, niveau master, on lui exige tellement de compétences. Compétences en informatique, compétences en anglais, compétences pratiques. Voilà, on vous jette à Zapota, on vous dit, voilà, vous êtes là pour lutter contre le paludisme. Comment vous allez vous y prendre? Ce n'est pas forcément des choses que nous apprenons à l'université, dans les facultés. Mais au niveau de la SOBESA, nous en avons fait notre priorité, former les jeunes sur ces aspects-là.
On a l'impression, quand on voit un peu comment est-ce que les gens regardent le département de la sociologie de façon générale, ça sonne dans la tête des jeunes comme, je dois dire, un département où quand on n'a pas une place ailleurs, on peut aller s'inscrire. Là-bas, quand on ne peut pas faire lettres modernes ou mathématiques, etc., la sociologie peut ouvrir les bras. Qu'est-ce qui est fait pour changer justement cette perception-là? Oui, en fait, ce n'est pas forcément une mauvaise personne parce que la société a cette capacité d'accueillir toutes les disciplines. Elle est très ouverte. Partout, il y a les hommes. On a besoin d'un sociologue. Et si vous voyez un peu aujourd'hui, les sociologues sont surtout dans l'intermédiation sociale auprès des ONG, aux cheveux des pauvres, aux cheveux des malades. Donc, il faut que l'État puisse comprendre que la société est là pour faire accepter les politiques publiques. Donc, dans les ONG, partout, en santé publique, les préservatifs, la lutte contre les cancers, les solutions sont partout, aux cheveux surtout des plus pauvres. Donc c'est tellement ouvert que on ne peut pas, même dans tous les cieux, on ne peut pas interdire à celui qui a fait mathématiques de venir recevoir des bribes de sociologie. C'est ce que nous faisons même avec les médecins. On a l'impression, les gens disent que quand on a fait la sociologie, c'est toujours pour le chômage. Non, pas du tout. La plupart. Non, pas du tout. Il y a tellement à faire en sociologie. Vous allez dans les mairies, il y a des sociologues. Dans tous les ministères, conseils techniques. Combien on en recrute par an et combien on n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin de... Combien vous en fabriquez? Aujourd'hui, le défi, c'est quand même de fabriquer, en griffe, des jeunes qui sortent des universités avec la capacité de s'engager eux-mêmes et de s'auto-employer. D'abord, est-ce que la sociologie peut s'inscrire dans cette dynamique? Oui, à partir du master. Jusqu'en licence, nous considérons nos étudiants, moi je leur dis, vous n'avez pas encore de diplôme, jusqu'en licence, pour être professionnel. Voilà pourquoi à l'école doctorale, nous les accueillons pour le master. Et vous allez voir, ceux qui ont fait le master, ils sont partout. C'est eux, les consultations, ils sont dedans. Parfois même, on se rencontre en tant que concurrents sur des marchés de consultation. Donc, ils sont partout, ceux qui ont fait le master, ceux qui ont fait la thèse également. Donc, licence, c'est vrai, ils sont nombreux. Nous, leur disons, faites l'effort de faire le master. Nous allons vous accueillir à l'école doctorale pour une formation plus professionnelle. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de former les jeunes aujourd'hui au niveau de la sociologie? Ah oui, déjà en licence, nous avons fait une petite spécialisation. Déjà là, vous pouvez savoir que vous êtes anthropologue de la santé ou sociologue de la santé, sociologue du développement, sociologue de l'action publique, etc. Donc nous avons essayé de professionnaliser. Et ça, c'est pas nous, c'est tous les systèmes aujourd'hui relevant du LMD, de la licence master doctorat. Ce système mis en place depuis une dizaine d'années. On insiste sur la professionnalisation depuis la licence. Donc ça, c'est déjà un avantage. Ensuite, aujourd'hui, par rapport à nos aînés, nous sommes beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Tellement d'opportunités. Nous captons des dividendes de l'extérieur pour mettre à la disposition de nos jeunes, des bourses, des travaux. Tout le temps, ils sont sur le terrain. Mais nous ne privilégions pas la licence. Après du master, déjà, je vous assure, on n'arrive pas à avoir des sociologues en train de chômer. Mais en licence, c'est vrai, on peut les voir reconvertis dans d'autres métiers. Moi, je ne n'avais pas encore de diplôme avec la licence. Faites l'effort de faire un master, bac plus 4, bac plus 5, et vous allez voir qu'il n'y a pas de chômage pour les sociologues. Parlons de la SOBESA. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années, les 3 prochaines années? Oui, fondamentalement, c'est de faire en sorte de renouer davantage les sociologues. La cohésion au sein du groupe. Faire en sorte que tous ceux qui sont même à l'extérieur puissent converger vers la SOBESA. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est la formation des jeunes. Faire en sorte que les jeunes soient vraiment formés au-delà de la formation académique. De quels moyens disposez-vous? Nous sommes des experts personnels. Donc, en termes de ressources humaines, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. En termes de ressources matérielles, il s'agit de capter des projets. Et nous avons tellement de projets. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est intéressant à savoir, même les autres, si nous font appel, parce qu'ils échouent, il y a difficulté à mettre en place, en œuvre les projets. Donc, partout, ils sont presque obligés de nous faire appel. Est-ce que les gens vous sollicitent vraiment? Je veux parler de l'État, des structures privées aussi, des organisations à l'échelle nationale. Est-ce que vraiment... Surtout les ONG. Oui. Les ONG nous sollicitent. Nous sommes dans l'intermédiation sociale, à la base, aux cheveux des plus pauvres, aux cheveux des diminués, dans les microcrédits. C'est les sociaux qui sont à l'avant-garde. Ah oui? Sur le terrain. Quel est le travail toutes les ONG. Mais faire accepter les politiques publiques. Être là à sensibiliser, à éduquer, à accompagner les pauvres, à accompagner les malades. Dans les villages, dans les ONG, les soins sont partout. Ce travail n'est forcément pas perçu par les pouvoirs publics. Parce qu'on n'est pas dans les grands débats publics, politiques, etc. Mais sur le terrain, les soins sont vraiment présents, omniprésents. À l'université également, nous sommes bien présents dans la formation, dans l'éducation, dans la consultation également. Partout où vous allez dans les ministères, les soins sont vraiment
dans le dispositif de consultation pour offrir l'expertise au niveau de l'État, au niveau de la Banque mondiale, au niveau... J'ai fait plusieurs travaux cette année sur la vaccination contre la COVID-19, la perception de la population. Par exemple, pourquoi la TACORA? Vous savez, si vous regardez un peu la vaccination contre la COVID-19, vous allez voir que la TACORA, par exemple, c'est 60% au moins de vaccinés contre 18% dans le monde. Voilà un enjeu sociologique majeur. Donc, on a interpellé. Qu'est-ce qui peut expliquer venez nous faire comprendre cela. Donc, nous sommes allés sur le terrain, nous avons nos méthodes classiques, l'immersion, dormir avec les gens, manger avec eux, etc. L'observation, poser des questions à travers des entretiens approfondis, etc. Et nous avons pu dégager des variables clés qui nous ont permis pourquoi la TACORA a pu avoir ce score-là. Et le mono avec la situation des terres noires, des personnes. Voilà. Pourquoi la TACORA avec le leadership des acteurs, les peuples qui ont été mobilisés, les rois qui ont été mobilisés. On a même mis en place des postes de vaccination dans les cours royales. Donc, on a pu faire émerger ça. Et le ministère a dû donc réajuster pour mobiliser ces acteurs-là. C'est ce que nous appelons en anthropologie les alliés de la communication. Donc, c'est notre travail au quotidien. Je donne un exemple. Nous, on nous a interpellés parce que dans la TACORA, par exemple, les Peuls font moins d'épisodes de paludisme que les non-Peuls. Pourtant, les Peuls d'aujourd'hui sont des Peuls sédentaires, comme les populations locales. Mais comment expliquez-vous que les Peuls fassent moins d'épisodes de paludisme que les non-Peuls? On parle de sensibilité différentielle au paludisme. Et on parle aussi de populations sympathiques, des populations qui sont exposées aux mêmes aléas de la nature. Mais pourquoi les Peuls? Donc, au départ, les médecins, les épidémiologues ont pensé à des arguments génétiques. Ils ont prélevé les Peuls, ils ont prélevé les non-Peuls. Ils sont allés analyser un peu en Europe. Ils ont vu qu'il n'y a pas d'argument génétique. Ils sont vraiment venus nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos méthodes. Nous séjournons. Nous avons fait une ethnographie fine du mode de vie des Peuls. Vous allez voir comment les plants sont associés à tout, aux pommades, à tout ce qui se passe. Voilà. Et on a pu faire émerger que, bien qu'ils soient sédentaires aujourd'hui, les Peuls ont conservé des modes de vie du pastoralisme qui permet de les démarquer en termes de conserver la forme. De conserver la forme et de faire la différence par rapport aux autres qui n'ont pas cette potentialité. Donc c'est ça notre job tous les jours. Je vois. Professeur, rapidement, 2 mots sur toujours les perspectives. Vous avez 3 ans devant vous. Quelles sont les priorités? Oui, surtout l'État. Faire en sorte que l'État ne perçoit plus les sociologues, les universitaires comme des subversifs. Nous avons besoin d'établir la confiance avec l'État et dire que nous sommes au service de l'État, l'expertise au service de l'État et nous avons la compétence. Cette compétence-là, nous la louons ailleurs, hors de notre pays. Donc, ce n'est pas normal. Il faut que notre pays, les dirigeants, on commence par avoir confiance aux sociologues, on commence par leur confier des responsabilités. Voilà. François, merci beaucoup d'être venu. au cœur de tout le dispositif. Absolument. Vous avez un mot pour conclure là? Oui, déjà remercier très sincèrement les collègues pour la confiance placée en nous, toutes les générations. Et nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de réagir sur les faits de société, sur les phénomènes sociaux, d'apporter notre contribution. Donc, nul n'est de trop, que tous les sociétés se conjuguent leurs efforts et que nous puissions atteindre les objectifs fixés. Former des sociologues beaucoup plus compétents, être au service de la nation. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur Roch. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de sociologie anthropologie, vous êtes surtout spécialiste de l'anthropologie de la santé. Vous êtes surtout président de la Société béninoise de sociologie anthropologie. Bonne journée. Merci à vous, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va marquer une très belle pause et on revient ici pour le débat.